Let's go. Ok, c'est au poil. Ça fonctionne. Quelques petites difficultés, mais c'est pas grave. Il est 11h10. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Mon rabbi, je te bénis. Oui, shalom à tous, quoi, voilà. Bon, je vais reprendre là-dessus, mais j'ai plein de choses à vous montrer avant, pour vous prouver ce que j'ai dit sur les Vikings. Donc, je vais vous montrer ça. Hein. J'ai un livre là-dedans, que j'avais déjà présenté en 2018. Et il montre bien certaines photos qui prouvent qu'ils portaient des casques à cornes. Ok. Alors, on voit les dieux nordiques. Bon, bah... Après, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, là, il montre Loki. Loki, il a fait certaines choses, oui. Bon. Ouais, on voit des trucs de l'arbre généalogique. Ouais, enfin, il y a l'arbre généalogique des dieux. Tiens, c'est marrant, ils ont aussi un arbre. Ils ont un arbre. Ils représentent un arbre aussi, hein. Moi, ça me fait penser à l'arbre de vie ou... hein, enfin, bref. Bon, il y a tout ça, il y a tout ça, là. Tous les dieux nordiques. Bon, je vais passer au truc directement. Hein. L'anneau magique. Bon, tiens, on se croirait dans Tolkien. Bon, je pense que Tolkien s'est inspiré de l'histoire des, hein, des Vikings. Là, on voit bien... Attends, je vais lire avant. On voit Brunehilde. Brunehilde, ayant repoussé ses avances, Wotan la plongea dans un profond sommeil et l'emprisonna dans un cercle de feu. Sigurd la délivra, mais leur union était vouée à la tragédie. Là, on voit bien une femme qui a un casque sur la tête et dessus, c'est comme un cheval ailé ou une licorne, je sais pas. Et là, la postérité du mythe, c'est quoi là? Là, c'est marqué la saga islandaise et notamment l'histoire de Sigurd et de l'anneau comme une grande vogue au XIXe siècle, ainsi que l'anglais William Morris écrivit en 1876 le poème épique de Sigurd and Volsung, mais l'interprétation la plus fameuse du thème, lui, fut l'anneau de No. On voit pas très bien, c'est écrit sur du doré, de Nunberlung ou tétralogie, un cycle de 4 opéras de Richard Wagner. Les deux premiers, l'or du Rhin et la Valkyrie, évoquant la fabrication de l'anneau, de l'endormissement de Brunhilde. Il fait attendre, on voit rien, je vois rien, puis avec ma loupe qui est toute rayée. Siegfried et le crépuscule des dieux pour découvrir les aventures du héros et de leur dénouement tragique. Bon, prends une autre loupe qui grossit plus pour voir mieux, parce que là c'est chiant. Appelé Odin, O majuscule, O petit O, INN. En Norrois, le dieu apparaît sous son nom germanique dans les 3 premiers opéras de tétralogie. On le voit ici interprété par Franz Birth. Oui, enfin bref. Je vais vous montrer le casque après. Là, un des rares casques qu'ils ont pu retrouver intact, parce que la plupart qu'ils ont trouvé comme casque avec des cornes, c'est celui-là. Là, celui-là qui est là. Voilà. Les Vikings portaient bien... c'est ça? Oui, c'est ça.
Ils portaient bien des casques comme ça, là, les Vikings et puis les Gaulois, hein, ils en ont porté aussi des cornes. Et il y avait aussi les cornes en forme d'aile aussi sur les casques gaulois. Et ils avaient les mêmes dieux, hein, exactement les mêmes dieux, la même culture et tout ça. Voilà. C'est ce qui prouve. Hein. Voilà. Voilà. Voilà les cornes qu'ils portaient sur leur tête. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, le cycle de... Là aussi, on voit... Attends, je vais essayer de voir si j'ai bien vu. Ouais, l'autre, il porte un casque avec des cornes. On voit bien un Gaulois. La mort de Ferdiade, le jeune Ferdiade que la reine Maëve s'était ralliée par la tromperie Acula Cutulin dans une fjord, mais le héros le tua. Là, il porte un casque à 3 cornes. Le monsieur qui porte l'autre, là, vas-y. C'est où? Ouais, c'est là. Là. Il porte bien un casque avec 3 cornes. Ouais. Les cycles de... Là... Où il est? Là. Je sais pas si vous allez voir. Putain, il faut qu'il se trouve dans la pliure. C'est pas facile. Là. Il porte bien un casque avec des ailes. Ok? Comme les Gaulois. Le monde magique. Bon là, je peux ressortir mes papiers. Après, ça sert à rien que je garde. C'était pour mettre ça ici. J'allais mettre le doigt dans l'œil parce que je regarde les trucs en même temps. C'est pas possible, Dominique. Avec un seul œil que tu vois, tu peux pas faire les deux en même temps. C'est impossible. Ou alors tu regardes avec ton troisième œil en même temps, mais bon. Alors, là on voit bien les bateaux, hein. Les bateaux. Je vois rien de ce que je fais. Ouais, les bateaux, là, on voit bien. Hein. Les dracars, tout ça, là. Hein. Ok? On voit bien. Et les chevaux ailés. Voilà ça. Là, c'est Judas. Alors là, on voit Judas Iscariote qui est devant... à certaines dates, à ce qui paraît, un jour saint dans l'année, il est pas maudit, quoi. C'est ce qui est écrit, quoi. Je vais vous le lire parce que je me suis encore remordu, hein. J'y peux rien, c'est ma mâchoire. Ça, on n'y peut rien. On s'en fout. Après tout, c'est marqué Saint Brédan et Judas Iscariote. Selon la légende, Saint Brédan ou Brandan, il écrit B-R-E-N-D-A-N, puis après ou Brandan, B-R-A-N-D-A-N. Moine navigateur du VIe siècle, rencontra Judas Iscariote qui lui apprit que Dieu le délivrait des supplices de l'enfer certains jours saints. 6 siècles après Jésus-Christ. Eh ben. Bon. Les Mobinogiens. Et donc, ils passent pas leurs enfants par le feu, là, ou par le... Qu'est-ce qu'ils font, là? C'est horrible, qu'est-ce qu'ils font? La lance empoisonnée. Bran, contre lequel les armes notoires ne pouvaient rien, fut blessé mortellement par une lance à la pointe empoisonnée. Ah, puis le plonge dans un Brand le géant. Le roi Bran apparaît comme un géant à la force surhumaine. Il possédait un chaudron magique permettant de ressusciter les morts, mais le céda aux Irlandais. Hein. Il y a des vérités dans les légendes, n'empêche.
Ah, Epona, la déesse Rhiannon, PWY2L, tomba amoureux de Rhiannon. Rhiannon. Comment qu'il s'appelle l'autre? PW. Bah, je sais pas comment ça se prononce. Pouel. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Tomba amoureux de Rhiannon. Lorsqu'elle lui apparut sur un cheval blanc, la belle jeune femme n'était autre qu'une incarnation humaine d'Epona, la déesse celtique des chevaux. C'est intéressant. Après, qu'est-ce qu'il y a? Le roi Arthur et ses chevaliers. Bon, bah ça, j'avais commencé l'histoire, puis j'avais jamais fini. Je vous le referai, hein, c'est pas un problème. Parce que ça existait, Arthur. Maintenant, vous me croyez ou vous me croyez pas, c'est pas important. C'est pas pour rien qu'il y a eu un grand cataclysme au Moyen-Âge et que tout ça a disparu, hein? Ouais. À savoir, est-ce que le grand cataclysme qui s'est passé au Moyen-Âge, dont il ne parle même pas, hein, c'était pour effacer l'histoire, hein? Ouais. C'est tout, hein? Ils ont toujours fait comme ça, de toute façon, hein? Rien de nouveau sous le soleil, hein? Mais enfin, moi, je trouve qu'ils se répètent un petit peu trop souvent, hein? Ouais, enfin, bref. Mais à un moment donné, où c'est qu'il se répétera plus, parce qu'il se répète plus, parce que c'est terminé, on est arrivé au bout, hein? Voilà, récapituler leurs conneries, c'est bon, quoi. Ça, c'est quoi? Ouais. Ça représente à peu près le sacré féminin aussi, hein? Chacun avait leur dieu et déesse, mais si on regarde bien... Et il y a beaucoup de peuples qui ont été écartés et qui faisaient partie des mêmes légendes que les Vikings et tout ça, hein. Ils ont été écartés, hein. Il y a des peuplades dans la race des jaunes. Je veux dire race de jaunes, tant pis, j'aime pas dire race, mais bon, il y a les soi-disant rouges, jaunes, enfin bref, ils donnent des couleurs, mais bon, hein, qui avaient les mêmes trucs, hein. Dans les Slaves aussi, hein. Puis là, il montre toujours un arbre, hein, un arbre. Là, c'est un grand chêne. Tiens, moi qui voulais une photo pour me mettre sur ma chaîne, là, que j'ai autre part. Il faudrait que je mette ce beau chêne là. J'en cherche un beau, bah là j'en ai un beau, tiens, dans ce livre là. Là aussi, ils ont des masques avec des cornes. L'Asie occidentale, bah eux aussi, hein, il y avait des peuples qui faisaient la même chose, hein, la même chose. Le Moyen-Orient, bah, il y a la pierre de Rosette. Je crois. Ils avaient aussi leur pierre de Rosette ou c'est la même? Même que je regarde ça. Cul du rue babylonien. Cette bonne commémore la donation. Ah, c'est une borne. Un terrain par un dignitaire de l'un de ses subordonnés sous la patronyme d'une divinité protectrice, ici le croissant symbolique du dieu lunaire Sin. Donc la plupart, il y en a, c'était des peuples pacifiques. On les a éliminés, évidemment, hein. Voilà. Pour certains, oui. Imama, là, c'est le mariage d'Inanna. C'est une déesse féminine, hein, le sacré féminin, hein, c'est représenté comme ça. Ouais, bah. Là aussi, il y a encore un arbre, hein. Là, c'est un cèdre. Eux, ils ont un cèdre, et puis nous, on a les chênes. Nous, c'est le chêne, hein. Ouais. Bon, il représentait les femmes très généreuses, hein, très rondes, hein, parce que ça représente les femmes très rondes, ça représente la maternité, et puis tout ça. Bon. Ah, Gilgamesh, bah, c'était un des géants. Un des géants, Gilgamesh. Hein? Le mythe de Dougari. Ouais, il y a beaucoup de choses qu'ils ne veulent pas qu'on parle, mais bon, franchement, hein, ça les dérange beaucoup.
C'est pourquoi qu'il y en a beaucoup qui sont obligés de parler, de leur histoire. Ils cachent tout ça dans des écrits, hein, ou dans des dessins, sur des vêtements ou ailleurs. Hein. Le combat du bien et du mal. Ouais, bah, ça fait longtemps que ça existe. Hein. Ouais. La légende de Rostam et de Sorab. Les animaux des mythes mongols. La divinité guerrière, pardon. Il y a tout ça. L'épopée de César de Gling. Ou de Gésar. Ça a l'air d'être un G. Commune aux Tibétains et aux Mongols, l'histoire de Gésar ou de Gézar se situe à Glin ou Ling au Tibet. Elle dépeint une époque sombre durant laquelle sévissait tant la famine que l'oppression des seigneurs de guerre. Son principal protagoniste est le grand héros Gésar, qui sauva le peuple tibétain en affrontant félons et démons pour délivrer le royaume de leurs maléfices. Là, c'est dans les trucs des Chinois. Après, la déesse Al, plus loin, Lat. Et Lat, on dirait une croix, ça fait une croix chrétienne, c'est marrant ça. Le T, ça fait comme une croix. Je vois à l'envers, moi, évidemment, comme je le mets devant l'écran. Et là, il y a les filles d'Alam. Là, il y a les Nabatéens. Là, on voit le... Là, je reconnais je reconnais le... Comment on appelle ça? Oh merde. Je reconnais le monastère de Petra, voilà, en Jordanie. Je ne savais plus le nom, donc je relis. Oui, je reconnais bien Petra, hein, j'ai assez étudié tout ça, Petra et tout ça. Là, la petite photo qu'il y a là. Petra. L'Asie méridionale, orientale, eux aussi, hein, on les a persécutés. Les dieux védiques. Védique, c'est une des plus vieilles. C'est une des plus vieilles. Hein. Vishnu, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Il y a Surya. Oh, bah, j'arriverai pas à le dire. Ouais. Il y a Indra et Airavata. Ah oui, il y en a un qui se prenait pour Indra aussi. Ah oui, là, Indra. Je suis Indra. Moi, je suis plus grand que mon grand-père et tout ça. Oui, enfin bref. Pervers narcissiques, ils ont le droit de se prendre pour des demi-dieux. Ça, ils ont le droit de se mettre plus haut que les dieux, même. Hein. Ouh là là. Enfin bref. C'est de la famille de la fille qui m'en a mis plein la gueule. C'est son frère. Oh putain. Et on a le culot de me juger. Eh ben merde, moi je me prends pas pour une déesse ni quoi qu'est-ce. Hein. Je dis qui j'étais dans d'autres vies, qui j'étais ceci, cela, mais c'est des grandes vérités. Moi je m'imagine pas les trucs. Hein. Voilà, Dieu m'a révélé beaucoup de choses. Je dis ce que Dieu m'a révélé, c'est tout. Je ne suis que petit arbre ici, c'est tout. Petit arbre, toute petite grain de sable à côté de Dieu. Et ça je l'ai dit dans mes vidéos. Et si vous croyez pas que je l'ai déjà dit, bah si, je l'ai dit. Donc, comme on me dit que je suis orgueilleuse et tout ça, parce que je dis ceci et cela, bah écoute, hein, dans l'autre chaîne, l'autre qui m'a critiqué, puis l'autre qui m'a jugé. Hein, voilà. Brahma est la création. Voilà, ça parle de tout, hein, là, hein, vas-y. Hein. Bon, il y en a qui disent que c'est un truc chouette, mais ils existaient bien avant les religions et tous les trucs, les machins. Hein. C'est la plus vieille religion, ça. Ça me fait chier de dire religion, parce que c'est les hommes qui ont inventé la religion. Voilà. Ramayana. Donc voilà, ils ont fait passer beaucoup de choses
pour des démons, pour des trucs, alors qu'ils étaient, il y en a, la plupart, c'était c'était des trucs qui étaient pas du tout... il y en a beaucoup qui c'était pacifique, quoi. L'extrême-orient. Là, l'origine du Gange. Voilà. Là, il y a le yin et le yang. Panku est la création de l'univers. Là aussi, il y a beaucoup de vérité dans beaucoup de choses. Dans les mythes et légendes, oui, beaucoup. Ah, la cour du truc de jade. En tout cas, hein, Jésus m'avait donné la tâche de retrouver tous les Bouddhas, mais j'ai pas trouvé tout. Il m'en manque 2. Mais bon, j'ai compris aussi que il y en a un qu'il fallait mettre dedans, et je l'ai mis dedans, donc voilà, il m'en manque 2. Mais ce n'est pas grave. Là, il y a aussi les légendes du Japon. Voilà, il y a tout ça. Kintaro. Eux aussi, ils ont la légende de l'araignée. Hein. Ouais, ils ont leur truc. Il y a aussi l'Afrique. Eux aussi, ils ont l'araignée, tiens. Après, il y a l'Égypte ancienne. Bon, il y a des trucs intéressants parce qu'il y a des vérités là-dedans. Pour les béliers. C'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que les Vikings ont construit les trucs des pyramides. C'était des constructeurs. De machin. Et voilà, hein. C'est eux qu'on... Ah oui. Vous me croyez ou vous me croyez pas, vous allez voir la chaîne de Oleg. Hein. Voilà, hein. Comme je dis, bon, je dis que Oleg, mais bon, j'en ai déjà parlé. Pagan. Oh, je l'ai écrit quelque part, mais là, le papier, je l'ai mis ailleurs, le papier, alors qui marque la page. Donc, oh, vous avez qu'à écouter toutes les vidéos, j'en parle dedans, hein, d'accord? Ok. Les trucs du pharaon. Là. J'avais tout ça dans des livres, hein, j'avais tout. Bon, le livre des morts, je l'ai lu. L'Afrique de l'Ouest, alors là, ça représente quoi, là, le truc, là? C'est un pendentif. Pendentif à motif d'éléphant. Les travaux des métaux a longtemps fait la gloire de l'Afrique de l'Ouest. Ce pendentif du Ghana représente de 2 éléphants animaux dont le force a inspiré de nombreux mythes. La déesse et le serpent. Ça, c'est intéressant. Parce que ça parle... C'est comme si qu'il parlait de Ève, la première femme, et puis qu'elle est en présence du serpent ancien. Ça me fait penser à ça. Les héros mythiques. Arjuna. Ouais, enfin bref. Il y a plein de trucs, quoi. Là, il y a les Amérindiens. Il y a Klupskap. Ça me fait presque penser à Klupski. Oui, bah c'est marrant, mais c'est comme ça. Je dis ce qui me vient, hein, d'accord? Avec toutes les connaissances que j'ai, vas-y. Klupski. Là, il a bien un espèce de corbeau ou autre chose. Ça ressemble à un... Écoutez, je vais vous montrer, hein, parce que c'est français, ça, je vais vous montrer. Oh. Là. Attends. Là. Il porte un oiseau. Je sais pas si c'est un aigle ou si c'est autre chose. Il porte. Ce héros, ça s'écrit G-L-2-O-S-C-A-P. Ce héros des peuples amérindiens, des forêts, capable de se métamorphoser, attacha les ailes d'un aigle. Ah oui, c'est un aigle. Attacha les ailes d'un aigle des montagnes, dont le battement déclenchait des tempêtes. Voilà, mon rabbi.
Tu peux connaître tout ça. Ouais. L'Afrique orientale. Après, il y a les chamans. Ah. L'Afrique australe. Les mythes des San. Après, il y a A. C'est un H. Slaka Niyama. Ou Kaniyama. Ouais. C'est un H, ça, c'est écrit, d'une façon... La marmite de Klakaniana. Ouais. Les premiers hommes. Les premières chasses. Bah, dans les grottes, il dessinait, hein. Il dessinait dans les grottes, là. Le conte populaire d'Afrique australe. Un lapin qui est monté sur une tortue. Hein, la tortue et le lièvre. Ah, c'est un lièvre. Dominique, tu fais plus la différence entre un lièvre et un lapin? Deux animaux antagonistes, le lièvre et la tortue, incarnent dans de nombreux mythes des caractères opposés. Le premier est rapide mais impétueux. Il se lasse facilement. La seconde est lente mais sage. Bah oui, qui va bon train va loin. Bon train ou... Enfin, piano. Bon train, ça veut dire rapide, mais... oui, enfin, vous comprenez. La tortue et le lièvre. La grave pénurie d'eau survint jadis dans la jungle, et tous les animaux, à l'exception du lièvre trop paresseux, cherchèrent à y remédier. Seule la tortue y parvint, en piétinant la cour asséchée de la rivière, jusqu'à faire apparaître une flaque d'eau. Craignant que le lièvre, indolent mais rusé, ne tentât de voler l'eau, les animaux se relayèrent pour surveiller l'étang, nuit après nuit. Après le tour de la hyène vint celui du lion, mais le lièvre parvint à tromper leur vigilance pour emporter plusieurs calebasses d'eau. La tortue se proposa alors pour monter la garde. Elle endurcit sa carapace de glu et se cacha au fond de l'étang. Lorsque le lièvre s'en vint, il crut que l'eau n'était pas gardée, il étancha sa soif, puis plongea pour se rafraîchir, mais ses pattes s'engluèrent alors sur la carapace de la tortue. Il demeura piégé lorsque le jour se leva. Les autres animaux le trouvèrent et l'attachèrent pour le punir. Qui mal acquis ne profite jamais. Tiens, prends ça dans tes dents. Pour certains, ouais. Oh, ils profitent, mais bon, à un moment donné, c'est niet, hein. Là, c'est les Amérindiens, là, je crois, oui. Là, il y a un totem, mais le mien avait les ailes toutes droites comme une croix. Et là, celui-là, il a les ailes pliées vers le haut. Le mien avait les ailes toutes droites comme celles d'une croix. Voilà. Là, l'Amérique du Nord. Et là, c'est quand même intéressant parce qu'on voit des Amérindiens. On voit une grande table où c'est qu'ils sont réunis. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit comme une croix. Il y a bien une croix qu'on voit. Les Amérindiens croyaient en Jésus parce que pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'ils l'ont vu. Jésus s'est présenté à eux. C'est pas pour rien qu'il a la croix ici, là. Voilà. Donc, les premiers chrétiens, c'était qui? Ben, les premiers peuples. Les vrais chrétiens, je parle, hein. Pas ceux des Romains, hein. Voilà. Moi, je sais parce que j'ai lu des trucs par laquelle que Jésus s'est présenté à eux. Il est apparu aux Amérindiens, il est apparu à beaucoup de peuples avant de venir sur Terre où les Romains l'ont lâchement assassiné. Hein. Ouais. Ah bah là, on voit mieux le totem. Voilà. Hein?
Et oui, comme on étudie, on apprend, et puis voilà. Hein. Là, c'est un calumet de la paix. Il y a un corbeau dessus. Oui. Oh putain, puis j'en ai marre de... Ouais, mon voisin n'arrange pas mes jambes parce que comme il fait des grands courants d'air, bah, c'est pas bon pour mes jambes. Et je souffre beaucoup. Mais bon. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour souffrir, il y a un temps pour aimer, il y a un temps pour se réjouir. Et un temps pour partir. Le mythe du Grand Nord. Là, c'est les Esquimaux, tout ça. Donc, c'est vers le truc où c'est qu'il y a les glaces, hein, dans le Grand Nord. Il y a les Mésoamériques. Il y a les Popoles. Ça, c'est quoi, ça? La naissance du héros jumeau. Donc, j'ai vachement mal à ma jambe gauche. Ouais, c'est du côté du cœur, comme ça sera plus rapide. Là, il y a les pyramides de temps Maya. C'est marrant parce que à Nice, il y avait une pyramide comme les pyramides qu'il y a en Égypte, et puis ils l'ont détruite. Pourquoi? Il y avait des preuves là-dedans. Hein, ils l'ont détruite, pourquoi? En France, il y avait une pyramide, c'était pas pour rien. Elle était mise en aliment comme avec les pyramides d'Égypte. Hein, Ça, c'est les Nordiques, c'est les Vikings qui ont construit là-bas, qui ont participé à la construction des pyramides. Hein. Et c'est pas pour rien qu'ils en ont mis en France. Hein. Ça vient des Vikings. Ça vient des Vikings et ça vient des Gaulois aussi. Hein. C'est marrant, qu'est-ce qu'on apprend, hein? Plus, et encore un peu plus. Et tout ça, ils l'ont effacé, tout ça. Hein? Voilà. Voilà. C'est pour ça que je vous invite à aller voir la chaîne de... Merde, ça y est, il est reparti son nom. Excuse-moi. Je l'avais, hein, il est reparti aussitôt, hein. C'est pas très gentil de faire cette blague-là, quand même. Bon, c'est un peu con que j'ai perdu le papier sur lequel c'était marqué, hein, parce que j'ai marqué des pages avec, et puis je le retrouve pas. Hein, et là, ça m'a traversé l'esprit, et c'est parti. C'est vraiment pour me faire chier, hein, franchement. C'est peut-être écrit sur un des papiers qui est là. Hop là. Où il est? Non, c'est pas là. Où je t'ai mis? Non, c'est pas ça. Alors. Ah non, ça c'est... Oula, oula. Ouais, mais pas ça. Ça n'a rien à voir. Ne mets pas, ne mets pas. Tout, ça fait partie du truc qu'il faut que... Il va falloir que je me débarrasse de certaines choses. Non, là c'est l'Apocalypse. Alors. Non. Non, parce que j'ai fait des recherches et puis il y a des trucs que j'ai pas lu de vous montrer à l'écran parce que de toute façon c'est que des recherches. Pagan, c'est Pagan. Pagan. TV Pagan, voilà. TV Pagan, allez sur sa chaîne. Il en parle très bien. Bon, j'ai perdu l'autre moitié, mais c'est pas grave, comme ça vous avez un bout par-ci, un bout par-là, puis vous ferez ce que vous voudrez. Hein. Voilà. Alors je vais repartir sur... là je continue. Il y a, oui, les pyramides quand même, hein, on en avait. Hein. Pourquoi qu'ils l'ont effacé? Parce qu'il y avait des preuves de ce qu'on dit. Hein? Voilà. Ah oui, c'est vrai que les mouettes sont revenues, donc on entend les mouettes gueuler sur les cheminées. Oh putain. Ils vont encore tirer leur coup sur la cheminée qui arrête pas de branler. Un de ces jours, elle va se casser la gueule, évidemment, parce qu'à force de branler, puis avec le temps, ça s'use, avec le vent, la pluie, la pierre qui a été cassée, ben, ça branle à chaque fois qu'ils tirent, hein, c'est obligé, hein, tout bouge. Ils se cassent, même une fois, ils se sont cassés la gueule, je les ai vus tomber devant ma fenêtre. Ils étaient encore accrochés. Hein. Les pauvres bêtes, ils ont dû se faire mal.
C'est pas le problème, mais le jour où c'est que le gros bloc qui est posé sur la cheminée, c'est un gros parpaing géant hein, qui est en béton. Comme il va se casser la gueule, ça va faire un sacré trou dans le toit. Hein. Ouais. Déjà qu'il y en a déjà, alors je vous raconte pas. Enfin bref, si les propriétaires avaient fait les travaux, hein, on n'en serait pas là. Hein. Ils veulent bien ramasser le pépette, mais oula, question de dépenser pour faire des frais, ça ils en ont jamais fait. Jamais, encore jamais, ils ont jamais fait aucun frais dans ces appartements-là. C'est nous qui avons tout fait de notre bourse. Hein. Hein. Les Antilles, ah ouais, les Antilles, ils font beaucoup de magie noire. Hein. Oh que là, oh que là, oh que si, oh que si. Beaucoup de magie noire. Ouais. Ma soeur a sorti avec un Antillais. Mais lui, il était très gentil. Enfin, il était mélangé. Antillais avec je sais pas quoi. Lui, il faisait pas de magie. Mais l'autre, le Sénégalais, là, oui, oui, oui. Oh, bah, ma soeur aimait bien ce qui était, qui sortait de hors norme. Ouais. Si vous voyez ce que je veux dire. Bon. Pour certaines choses, oui. Bon. Donc, l'autre, il avait fait de la magie, hein. C'est pour ça que comme j'avais mis le collier de ma soeur, que l'autre y avait offert, bah, je me suis retrouvé possédé. Ça n'a pas duré longtemps, hein, heureusement. J'étais protégé par Jésus. Ah putain, faut voir ce que je voyais. Hein. Oh bah le mec il était en géant dans ma pièce, hein, je le voyais. Hein. J'ai dit merde. C'est impressionnant quand même. Hein. Une fois que je me suis débarrassé du truc, là, vous inquiétez pas, ça a retiré toute la saloperie. Hein. Ma soeur est confiante, elle, hein, un collier pour la machiner. Elle était sous machin. Hein. Mais moi, j'ai dit, oh, le beau collier. Alors, je l'ai essayé, le collier. Ah ouais. Malheur à moi, j'ai ce jour-là, la mauvaise idée que j'ai eue. Ouais. Je me rappellerai. Hein. Bon, c'était rien du tout, hein, mais j'étais devenu complètement... J'étais plus moi-même, hein. Voilà. Quelques heures, quelques jours. Peut-être un jour ou deux, je sais pas. Là, c'était plus moi c'était plus moi. Hein. C'était plus moi qui était dans mon corps. Hein. Je vous le dis. Hein. En tout cas, c'est plus moi qui étais aux commandes. Hein. Donc, je sais ce que c'est que d'être sous possession. On me l'a pas fait qu'une fois. Donc, comme ça, je peux comprendre comment que ça fait. J'ai appris, du coup. J'ai appris. Les pierres sacrées. Bon, voilà, il y a tous les trucs là-dedans. Voilà, je vous ai montré ce que j'avais à montrer. C'est bon. Ça va retourner dans la bibliothèque. Et je repars sur ma lecture. Voilà. Eh ben, j'étais arrêté ici. Alors. Ah ouais, j'ai mis ça moi, et puis il n'y a pas de... J'ai pas entouré la page, ni quoi. Ah oui, ça c'est une prière que j'ai retrouvée. Oui. Ça, tant mieux. Je croyais que je l'avais perdue, j'ai retrouvé une prière. Bon, bah tant mieux. Disparu. Bah pourquoi que j'ai mis une enveloppe ici, moi? Bon. J'ai pas fait une croix ou entouré une page comme je fais d'habitude? Non, apparemment non. Faut chercher à comprendre. Hein. Bon, maintenant que c'est que j'ai posé, c'est bon. Ah, ça c'est pour marquer la page et puis je l'ai retiré. Oh, c'est chiant. Alors, civilisation disparue. Une survivance supposée de ces races primitives, mais hautement évoluées selon plusieurs légendes contemporaines des Atlantes ayant échappé à la tragédie finale et à l'engloutissement de l'île, se seraient réfugiés sur d'autres continents, emportant avec eux des millénaires de savoir et de culture. Influençant profondément les civilisations qui les accueillirent, les références littéraires à l'Atlantide sont légion. Nous citerons tout particulièrement le génial Arthur Conan Doyle et son ouvrage de science-fiction Le Monde Perdu, en 1912. Reprenant le mythe de Platon, Doyle dépeint... Je l'ai Platon, si vous voulez je pourrais vous le lire, mais bon, il faut s'accrocher. Hein. Doyle
dépeint une Atlantide engloutie, mais encore habitée par des Atlantes, possédant d'extraordinaires pouvoirs comme la capacité d'opérer la scission de l'atome et de transformer leurs pensées en images. Jules Verne fait également ressurgir l'Atlantide dans l'imaginaire collectif avec des romans L'île mystérieuse, 1874, et 20 000 lieues sous les mers. Celui-là, je l'ai. Je l'ai tout ça. 1868, ou encore L'éternel la dame, 1910. Mais ce ne sont que 2 auteurs parmi des milliers d'autres chacun, apportant sa contribution à la pérennité de la légende, comme l'explique Chantal Foucrier dans le mythe littéraire de l'Atlantide. Dans chaque cas, la réécriture réactualise le mythe de la lumière, des courants idéologiques et des découvertes scientifiques contemporaines de l'auteur. Mais en même temps, et parce qu'il s'agit d'un récit énigmatique, toute œuvre littéraire, il m'explose le nez avec ses cours d'air. Ça me fout de l'allergie. Ah oui, et puis dans Tintin, hein, les aventures de Tintin, là, ils disent des vérités là-dedans. Il y a beaucoup de vérités qui sont cachées. Il faut lire Tintin. Hein. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de vérités qui est cachée dedans. Il faut être initié, mais bon, vous lisez et puis vous comprendrez pour certains. Si vous avez la collection de Tintin, gardez-la. Surtout si vous avez la vraie. Nous, on avait la vraie, mais malheureusement... si peu que j'avais, Gilles, on a perdu comme il y a eu le déluge là à Saint-Valery, là, il y a eu une grosse tempête, un gros orage, puis son père est mort noyé dans la cave. Et puis ils ont perdu pas mal de bouquins de collection qu'ils avaient. Bon, ça c'est pas grave, des livres ça se rachète, mais bon. Mais il avait toute la collection de Tintin, la vraie, hein. La vraie. Ça valait du pépette, hein. Pour dire. Enfin, moi, j'en avais un, c'était une copie, mais enfin, c'était déjà pas mal. Et puis, Gilles en avait récupéré 2-3 qui n'avaient pas pris l'eau. Il a pu en sauver quelques-uns. Donc, on les avait, mais on les a plus. Bon. Alors, le mythe littéraire, l'Atlantide, dans chaque cas, la réécriture réactualise le mythe et la lumière des courants idéologiques et des découvertes scientifiques contemporaines de l'auteur. Mais en même temps, et parce qu'il s'agit d'un récit énigmatique, toute œuvre littéraire ne porte-t-elle pas le trace de la prolixe littérature spéculative des âges classiques? Si celle-ci a perpétué la mémoire de l'Atlantide platonicienne, elle a parallèlement échafaudé un hypotexte massif dans lequel mythe de l'Atlantide ne renvoie pas spécifiquement au bloc Timée, Critias, mais à celui-ci additionné de la somme de ses interprétations contemporaines, transposition, traduction, adaptation et autres retraitements des mythes. Oui, Oleg. C'est Oleg. C'est ça que j'avais oublié le nom, là. TV Pagan, Oleg, et vous allez là-bas, et il explique très bien. Voilà. Hein? Faudra aussi s'expliquer pourquoi ils ont retiré la jeunesse de Jésus, hein? Comme tout le monde, il est sorti de sa maman, il était un tout petit bébé, mais après il a quand même eu une adolescence. Ah ça, ils n'en parlent plus. Pourtant, c'était bien dans la Torah, c'était bien expliqué dans la Bible, hein, l'histoire de Jésus. Hein? Voilà. Qu'il a voyagé au travers du monde, à travers le monde entier. Qu'il a fait des études dans des grands temples, et ça c'est une vérité, parce que ça je l'avais compris toute seule. Mais après, comme j'ai fait des recherches, hein, eh ben, j'ai trouvé. Et j'ai dit, ben, là-haut, on m'a averti, on m'a dit des choses, et puis après, je trouve les réponses. Hein, c'est pas pour rien. Donc voilà, ils ont caché beaucoup de vérités sur Jésus. Hein. Ben oui, hein, parce qu'enfant, il a bien pris de la terre, de la glaise, et puis il a formé des oiseaux, puis il leur a donné vie. Hein, voilà, un des premiers miracles qu'il a fait. Il avait quel âge? Dans les 12 ou 14 ans, je sais plus. Donc ça, ils n'en parlent plus, hein, ils ont tout retiré, hein, ouais, évidemment. Putain, qu'est-ce que j'ai mal au pied. Alors, Mu. Et oui, hein. Donc, Oleg, il parle beaucoup de choses sur sa chaîne. Hein. Ça, il n'y a pas. Hein. Les premières légendes autour de la terre de Mu et de ses habitants antiques remontent à 1860. Elles semblent avoir été engendrées en majorité par des traductions souvent erronées ou fantaisistes de manuscrits anciens compilés par la civilisation maya, connue sous le nom de codex. Ces documents fondateurs sont encore aujourd'hui l'objet d'études très poussées.
Ouais, vous avez qu'à demander au VAT, Titi, quand, là, tout ce qu'ils ont raflé, hein. Hein? Le contrat de mariage de Jésus, hein. Ouais. Y a pas, hein, tu naissais, on t'inscrivait hein, dans le temple, hein, voilà, tel enfant est né, telle date, telle heure, voilà, hein, c'était dans les annales. Hein. T'étais obligé d'aller porter ton enfant pour le déclarer, et puis à partir de 8 jours, ou je sais pas quoi, on faisait la circoncision des mâles. Hein, voilà. La loi hébraïque, hein, la coutume juive. Hmm. Alors, les glyphes mayas étant extrêmement complexes à décoder et à interpréter, pourtant, dès la seconde partie du... On est synchro quand même, hein, Jésus. Hein, on est quand même synchro parce que tu as sorti une vidéo hein, puis t'en as remis une autre. Là, j'ai regardé. Hein, j'ai tout regardé, Seigneur. Ben, on est synchro dans nos idées. Hein, parce que moi, je reparle de tout ça. Et puis toi, dans tes vidéos, on voit beaucoup de choses. Hein, beaucoup. Il faut décoder tout. Mais franchement, ça m'a vachement plu. Et j'ai pas fini de décoder. Hein. Non, j'ai pas dit déconner, hein, j'ai dit décoder. Je fais des vidéos très courtes, mais dedans, il y a beaucoup de choses. Il faut savoir voir avec, avec le cœur, l'esprit et l'âme. Hein, il faut savoir voir hein, les choses. Avant de mourir, je vais peut-être avoir le temps de faire certaines choses. J'en parlerai pas ici, c'est... Jésus le sait, lui, il sait. Dès la seconde partie du 19e siècle, des archéologues et des chercheurs amateurs vont tenter de déchiffrer le texte précolombien. Le missionnaire brasseur de Bourbourg, 1814-1874, est l'un des acteurs principaux à l'origine de la naissance du mythe de Mu. En 1866, il affirme avoir découvert la localisation exacte d'un mystérieux continent englouti en étudiant les glyphes du célèbre livre maya Codex Tro-Cartesianus. Moi, j'ai le calendrier Maya, oui. J'ai le calendrier Maya. Tu tournes et puis tu as les dates. Je l'ai, c'est un porte-clés qu'on m'a offert. Que j'ai eu en cadeau. Englouti en étudiant les glyphes du célèbre livre Maya Codex Tro. C'est à cause de lui que j'ai mal aux jambes, là. J'ai très mal, c'est obligé. Hein. Il me fait froid, chaud. Je souffre pas assez comme ça, non. Remarquez comme ça va monter au cœur. Je serai en paix. Enfin, je suis en paix, hein, même de mon vivant, mais bon, je souffrirai plus, quoi, disons. Hein. Parce que là, c'est grave ce que j'ai. Hein. Mais bon, j'ai pas peur. Je suis en paix avec moi-même. Je suis en paix avec le Seigneur. Voilà, et voilà. Par contre, vous, les déchus qui vous en êtes pris à moi, je vous raconte pas. Vous allez finir un petit tas de cendres, un petit tas de poussière, hein, et puis c'est basta, hein, c'est terminé pour vous. Non, vous irez pas dans le Valhalla, enfin, comme on dit pour les Vikings, et puis vous irez pas aux Champs-Élysées, ou c'est comme vous voulez, hein, vous l'appelez comme vous voulez, hein, l'endroit où on va, hein, voilà. Vous allez finir comme du temps de Sodome et Gomorrhe, hein, voilà. Dieu a fait tomber du ciel des boules de c'est du suif. C'est comme ça qu'on appelle ça, là, du soufre. Des boules de soufre. Et c'est vrai, et comment ils les ont trouvés, ils fonctionnent encore, dis donc. Et ça, c'est venu du ciel, hein, et c'est prouvé hein, que ça vient du ciel. Ils ont fait des captures des morceaux, ils en ont retrouvé intacts, hein, des boules. C'est jaune, très jaune. Et ben, ils sont encore en combustion. Hein. Tu t'allumes avec un briquet, ça marche impeccable de frein. Hein. Depuis Enoch, hein, quand même. Hein. Il y a quand même pas mal de temps qui est passé. Hein. Ça a été prouvé que ça venait d'en haut. Hein. Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Hein. C'est pour ça que les gens, comme il a dit à la personne c'est Lot. C'est Lot avec sa femme qui est parti avec sa femme et il a dit ne vous retournez pas. Malheureusement, la femme s'est retournée puis elle s'est retrouvée en statufiée. Hein. Voilà. Son corps s'est devenu une statue. Il ne fallait pas qu'elle regarde la ville qui brûlait, là, la ville de Sodome et Gomorrhe. Il ne fallait pas. Voilà. Elle a désobéi, ben voilà. Alors, la localisation exacte d'un mystérieux continent englouti en étudiant les glyphes du célèbre livre Maya,
Là, j'ai mes jambes qui ont regonflé à cause qu'il m'a fait le truc froid et chaud. Ben, ça fait très mal. C'est intenable. Du célèbre livre maya, Codextro-Cortexiamus. Ça va, je suis dur au mal, mais quand même. Hein. Plus connu aujourd'hui sous l'appellation du Codex de Madrid, un autre personnage est incontournable. Dommage, je t'ai pas envoyé les photos de mes jambes parce que tu auras trop peur, ma chérie. Lorsque l'on évoque l'origine légendaire de Mu, l'excentrique archéologue amateur Augustus Le Plongeon, 1825-1908, un Américain d'origine française passionné par les civilisations précolombiennes, lui aussi va étudier le Codex Madrid. Bon, je peux encore manger avec mes réserves, mais bon, pour l'instant, je peux pas sortir. Hein. Mais bon, réjouissez-vous, les connards, là. Ouais. Moi, je suis tranquille, moi. Comme vous pouvez voir, je suis... Oh, bah le seul problème, c'est que s'ils vont me retrouver crevé dans mon appart, ça va commencer à sentir, hein, parce que je vais me décomposer très vite. Hein. Mais c'est pas grave, ça. Hein, ils vont dire ça sent mauvais par là, et il va falloir qu'on ait cherché quelque chose là-dedans. Ouais. Ils vont dire que je suis morte du coco, hein, que c'est pas... C'est faux, entièrement faux. Hein, ça vient que les médecins m'ont mal soigné, que j'ai eu des problèmes de santé toute ma vie, et puis que comme je peux pas me faire soigner correctement, hein, il y a quelques mois je suis allé voir le médecin pour des problèmes, eh ben, il m'a pas arrangé cet enculé-là. Hein. Au contraire, il a fait en sorte que ça empire. Et puis maintenant, bah, pour aller se faire soigner, ben, on peut toujours aller se faire en... hein. Si t'as pas ton passe, tu passes pas, on te laisse crever. Moi, je préfère mourir que de prendre cette saloperie de marque. Voilà. Ils ont encore le culot de dire que c'est notre faute s'il y a le truc là qui se balade. Oh, les enculés, mais c'est vraiment des pourris. Accuser ceux qui sont pas malades. Justement, nous, on n'est pas malades. Hein, notre corps fabrique des anticorps. Hein. Par contre, ceux qui ont pris la soupe magique, eux, fabriquent les... Comment on appelle ça? Ben, fabriquent les machins, là. Hein, et ils fabriquent... oh, les trucs, là, comme ils disent, là. Je sais plus le nom, hein. Ils fabriquent des copies dans eux qui... Ben, ils les donnent aux autres, hein. Voilà, c'est eux qui contaminent les autres. Faut arrêter de mentir, hein, messieurs. Hein, faut arrêter de mentir. Alors, la personne que j'ai entendu parler, vous êtes des malades, des menteurs, et vous pourrissez ceux qui sont sains d'esprit et de corps. Hein, vous pourrissez ces personnes-là, vous les faites passer pour des... Ouais, enfin bref. Je ne vous juge pas, les personnes qui ont pris la marque, hein, le truc, hein, je ne vous juge pas, vous. Je juge les... Hein, sur ce qui goût, verne et aimant, hein. C'est eux que j'en ai après eux. Hein. Ils mentent et puis ils veulent qu'on se tape sur la gueule entre ceux qui ont pris la potion magique et ceux qui ne l'ont pas pris. Ils veulent qu'on s'entretue. Comme ça, ils auront juste qu'à ramasser les morts. Voilà, comme ça, ils se laveront les mains de ça. Ils diront, bah, c'est bien, on n'a pas besoin de le faire puisqu'ils l'ont fait pour nous. Hein, voilà, ça de moins à faire pour eux, puis voilà, hein. Ben, s'ils croient qu'on va les se taper sur la gueule, non, on est tous frères et sœurs et on doit tous se soutenir. Ceux qui ont pris la potion magique ou ceux qui ne l'ont pas pris, on doit se soutenir et c'est ça qui fera qu'on va gagner. Ne tombons pas dans leur piège. Voilà ce que je dis. Voilà la sagesse à parler. Bon. Oh, j'ai pas dit la Sophia. Bon, c'est pareil. Hein. Les civilisations précolombiennes, lui aussi, va étudier le Codex de Madrid et y découvrir l'existence d'une terre disparue. Il va aussi établir l'ère géographique du Mu dans l'océan Pacifique, soulignant le lien direct avec l'autre terre mythique Atlantide. Mu serait, en effet, selon l'archéologue, le dérivé de Mu, ou de Mo, M-O-O. Je sais pas comment ça se prononce. Le nom d'un souveraine Atlante. Le nom d'une souveraine Atlante. Le plongeon avance même des pistes de recherche pour expliquer la disparition brutale du continent mythique. Mu aurait sombré suite à un tremblement de terre engendrant un gigantesque raz-de-marée.
Bah, c'est pas pendant le Moyen-Âge? Il y a eu un grand raz-de-marée, un grand cataclysme du temps de Moyen-Âge, mais ça, ils en parlent pas, hein. Je me demande si c'est pas à ce moment-là que tout a été englouti. Dans la première moitié du 19e siècle, l'écrivain britannique James Sherwood, 1852-1936, va donner une formidable impulsion à cette quête impossible. Il écrit en 1926 « Mu, le continent perdu », un ouvrage devenu une référence majeure en la matière chez les partisans de l'authenticité de Mu. Colonel à la retraite, Sherwood affirmait qu'il avait pu avoir accès lors d'un séjour en Inde en 1874 dans un monastère à des manuscrits très anciens appartenant à l'énigmatique civilisation disparue des Naakals, avec un S au bout. Naacals, pour ceux que ça intéresse, si vous voulez faire des recherches. Héritière des anciennes connaissances du peuple de Mu. Les tables sacrées mentionnaient selon lui l'existence d'un jardin d'Éden dans le Pacifique, une terre primitive, berceau de notre civilisation. Selon Sherwood, Mu s'étendait du nord des îles d'Hawaï jusqu'en île de Fidji et de l'île de Pâques. Elle aurait été peuplée par, 3 points plus loin, 64 millions d'habitants. 64 millions d'habitants. Imaginez un peu. Sherwood décrit une terre tropicale aux plaines infinies où la végétation luxuriante recouvre presque tout le territoire. C'était un très beau pays tropical couvert de vastes plaines. Les vallées et les plaines étaient fertiles, de l'herbe croissait et il y avait des champs cultivés alors que les collines étaient ombragées par une belle végétation tropicale. Aucune montagne ne se dressait dans ce paradis terrestre car les montagnes n'avaient pas encore été poussées des entrailles de la terre. Ça veut dire que la terre était plate. Ce grand pays riche était arrosé de nombreux fleuves et ruisseaux qui serpentaient entre des collines basses et des plaines fertiles. La végétation luxuriante couvrait toute la contrée d'une magnifique parure verte. 1000 fleurs odorantes s'épanouissaient sur les arbres et les buissons. Les plages étaient bordées de grands palmiers et le long des rivières, des hautes fougères se balançaient à la brise. Dans les vallées, les rivières formaient des lacs autour desquels florissait le lotus sacré. Des papillons aux 1000 couleurs voletaient sous les arbres et les oiseaux-mouches bourdonnaient de fleur en fleur, brillant comme des joyaux ailés au soleil. Ah bah c'est vers le Canada tout ça, c'est vers... c'est vers... vers le Grand Nord aussi, des Inuits, tout ça, la Gartha. Ça se passe là-bas, tout ça. La civilisation de Mu semble en outre largement en avance sur son temps. À cette époque, le peuple de Mu était hautement éclairé et civilisé. Tiens, ils avaient l'électricité. Il n'y avait pas de sauvagerie sur Terre. Il n'y aurait jamais eu car tous les peuples de la Terre étaient enfants de Mu. Et sous la suzeraineté de la mère patrie, il manque un mot. Ces habitants de Mu étaient de hardis marins et navigateurs qui parcouraient le monde à bord de leurs vaisseaux de l'océan. Faut pas oublier que les Vikings ont découvert l'Amérique bien des siècles avant Christophe Colomb, hein? De l'océan de l'Est à celui de l'Ouest et des mers du Nord à celles du Sud. Ils étaient également de grands architectes qui bâtissaient des temples immenses et des palais en pierre. Ils sculptaient et dressaient aussi de gigantesques monolithes comme monuments. À l'instar de l'Atlantide, Sherwood indique que Mu possédait des colonies un peu partout sur le globe. Toujours selon l'écrivain, ces civilisations auraient atteint son apogée environ 50 000 ans avant notre ère. 50 000 ans avant notre ère. Oh l'enculé. Les habitants ayant atteint un niveau de technologie au point égal à celui des débuts du 19e siècle, avant d'être détruits et engloutis par un tremblement de terre et d'autres cataclysmes, éruptions volcaniques, raz-de-marée, voilà 13 000 ans. 13 000 ans.
Tout le continent se souleva et roula comme la vague de l'océan. La terre trembla et se secoua comme les feuilles des arbres dans un orage. Temples et palais s'écroulèrent, monuments et statues furent renversés. Les villes n'étaient plus que ruines. Il manque un mot. Tandis que la terre se soulevait et retombait, frémissait, étanguait. Les feux souterrains jaillirent, perçant les nuages dans un brasier grondant de 5 kilomètres de diamètre. Les flammes rejoignaient les éclairs qui zébraient le ciel. Une épaisse fumée couvrait le continent de nouveau, des raz-de-marée gigantesques déferlèrent sur les plaines, les villes et tous leurs habitants disparurent dans les flots. Il manque un mot. Mu, la mère patrie de l'homme, avec ses villes orgueilleuses, ses temples et ses palais, ses arts, ses sciences et sa culture, n'était plus qu'un rêve du passé. L'eau était son linceul. Cette catastrophe fut le premier pas de la destruction de la première grande civilisation de la Terre. Il manque un mot. Les îles de mer du Sud sont tout ce qui reste de cette terre sauvage, sauvée, et certains de leurs habitants peuvent prétendre être les descendants directs du peuple de Mu. Avec les ouvrages de Sherwood, succès populaire d'ampleur internationale, le continent englouti de Mu a pris une dimension symbolique presque aussi vaste que celle laissée par le mythique Atlantide. Par la mythique Atlantide. La Lémurie. Oh Seigneur Jésus. Ah oui, Jésus il a dit que je faisais partie des 144 000. Et puis je fais partie de ceux que leur robe a été blanchie par le sang qui est saint de Jésus. Ma robe a été nettoyée, hein, voilà. Pour emmerder. Je dis ça pour emmerder les jaloux, là. Oh, je sais, Seigneur, faut pas allumer le feu, mais bon, Seigneur, hein. Je peux mourir à n'importe quelle seconde, alors j'en profite, hein, avant. Excuse-moi, Seigneur, j'ai de l'humour, et puis j'aime bien emmerder les cons. La Lémurie. Les premières légendes évoquant une terre submergée s'apparentait. Ouais, t'inquiète pas, hein, j'ai ton adresse, j'ai tout, hein, machine, hein. Ouais, t'inquiète pas, hein, j'ai tout, hein. Je sais où t'habites, tout ça, j'ai tout. J'ai tout, hein. Ah oui. Alors, tiens-toi à carreau, hein. Sinon, tu risques d'avoir de la visite chez toi, hein. Alors, la Lémurie. Les premières légendes évoquant une terre submergée s'apparentant à la Lémurie remontent aux années 1830, continent englouti, dont le souvenir se serait perdu dans la nuit des temps. On situe généralement son emplacement hypothétique dans l'océan Indien. La spéculation de l'existence de la Lémurie est apparue au XIXe siècle, à une époque où les scientifiques cherchaient à expliquer la théorie de Darwin sur l'évolution des espèces semblables issues d'un commun ancêtre. Ah bah alors lui, c'est le pompon sur le chapeau. Ou, enfin, bref. Ou la cerise sur le gâteau. Oui, enfin bref, ça dépend comment on dit. Hein? Question connerie, hein, franchement. Hein. On descend du singe? Bah dis donc, mon gars, toi, tu descends de quoi, toi? Hein? Darwin, là, tu descends de quoi? Oui, sa famille va me faire un procès. Bah excuse-moi, hein, pour dire qu'on descend du singe, c'est vraiment être contre Dieu. Hein. C'est insulter Dieu. Hein. Tiens, pourquoi qu'il y a encore des singes? Pourquoi qu'ils sont pas devenus des hommes? Ah bah tiens, pourquoi que les gorilles sont pas devenus des hommes? Aussi, ils font partie des grands singes? Ah bah tiens, puis les Wistiti. C'est bizarre, pourquoi qu'ils se sont pas changés en hommes? Bah oui, bah, puisqu'il y en a qui l'ont fait, soi-disant. Hein? Non mais arrêtez de nous prendre pour des cons, hein? Dieu a créé les singes, toutes sortes de singes. Ils ont jamais été des hommes. Et puis Lucie, il faut arrêter vos conneries avec Lucie. Lucie a rien à voir avec les singes, hein. Faut arrêter, hein. C'était pas un singe, Lucille. Alors, c'est une insulte à notre divinité, hein. Oui, on est divin parce qu'on on est les descendants de Jésus, hein, on est les descendants, hein. On est divin parce qu'on a le Saint-Esprit en nous, on a Jésus en nous, puis on est en lui, hein. Ouais. Arrêtez de nous insulter. Hein? Le sacré féminin.
Hein, vous vous avez effacé. Hein? Ouais. Ah oui, pour le truc patriarcal. Des Romains. C'est ça qui a fait chier tout le monde, là, à l'époque où Jésus est venu. Hein? Bah oui, parce que lui, le sacré féminin, c'était sacré. Hein, ça, c'est... Hein, il y a la maman, il y a le papa, hein, il y a Dieu avec sa femme, et puis... hein? C'est sacré. Sans la femme, Dieu... voilà, hein, c'est tout. Hein, hein, ça marche toujours par deux, hein, le couple. Bon. Alors, à une époque, le sacré féminin et le sacré masculin. J'ai dit. Espèce semblable issue d'un commun ancêtre, une question intriguait beaucoup. Pourquoi retrouve-t-on des espèces animales similaires sur deux continents séparés de plusieurs milliers de kilomètres par un vaste océan? Le zoologiste anglais Philippe je dis pas son nom, quoi qu'il est mort, mais bon, il a peut-être des descendants. Il est né en 1829 et il est mort en 1913. Suggéra alors qu'une langue de terre avait probablement existé durant la période éocène, s'étendant de l'archipel malais jusqu'à la côte sud de l'Asie et de Madagascar. Ah oui, je voulais dire aussi, tiens, les géants de la Terre, je vais avoir le temps ou pas? Si, j'ai du temps. Les géants de la Terre, je parle pas des géants des hommes, hein, je parle des dinosaures. Dieu, comme il a créé les dinosaures, c'était des animaux pacifiques et qui mangeaient que de l'herbe. Mais, ils ont encore foutu la merde, là, les géants. Les géants, hein, les Néphilim, hein. Hein, ceux qui se sont croisés avec les femmes des hommes, qui ont donné les Néphilim, qui ont donné les géants. Ils ont couché avec des animaux, hein. À l'époque, le sperme, ça provenait hein, avec les animaux. Hein. Tu couchais avec un animal, ça faisait... ça créait comme tu vois, hein, peut-être un cheval. Les chevals, vous savez, les chevaux... comment tu appelles ça? Oui, il y en avait dans Xena, là, le cheval... J'ai oublié le nom. J'y peux rien, c'est parti. Hein. Comment que ça s'appelle? Papa, tu peux pas m'aider, s'il te plaît, à me rappeler comment que ça s'appelle, ça, les chevaux, là. Mi-homme, mi-homme, et puis mi-cheval, hein. Le devant, c'était un homme, et puis derrière, c'était le cheval. Bon, ils ont créé ça en couchant avec les animaux. Comme ils ont couché, ils ont fait des choses avec les dinosaures, ça a changé l'ADN, et ça a donné des dinosaures qui mangeaient de la viande. Alors qu'auparavant, c'était des géants pacifiques. Ils ont tout dénaturé de ce que Dieu avait créé. Il y avait des arbres gigantesques, ça je l'ai dit, hein, 120 km de haut. Hein. Puis les troncs, je vous raconte pas. Et je vous mettrai des photos. Je vais faire une vidéo dans laquelle je vous montrerai. Je vous montrerai tout ça. Hein? Bon. Et je dirai la chaîne du monsieur qui l'a fait, hein, parce que je vais pas prendre ses extraits sans dire sa chaîne. Hein, ça serait impoli. Je montrerai que quelques trucs, hein, d'accord? Je ferai de la pub pour sa chaîne. Et, là, en échange, que je montre quelque chose. C'est normal que je montre sa chaîne et que j'en parle. Parce que je vais pas m'amuser à parler de chaîne sans montrer, sans dire le nom de la chaîne. Ce qui est normal, hein, voilà. Alors, la période éocène s'étendant de l'archipel malais jusqu'à la côte sud de l'Asie et de Madagascar, reliant ainsi l'Inde au sud d'Afrique. Ouais, je sais pas ce qu'il fout, mon voisin qui s'est levé à 1h30 du matin, ou soit qu'il est arrivé, ou soit qu'il s'est levé. J'ai pas entendu la porte avant, j'ai entendu la porte qu'après. Donc soit il s'est levé, ou il s'est barré, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, que comme il s'en va, il met sa télé à fond pour m'emmerder, comme il est pas là, et puis il fait les grands cours d'air pour m'emmerder, voilà, c'est tout. Il s'amuse bien, mais bon, il y a un temps pour tout. Je souhaite même pas à mon pire ennemi d'endurer ce que j'endure. Je souhaite même pas au pire, même à Satan, je ne lui souhaite pas, même pas à lui, même pas. Alors, la côte sud de l'Asie et Madagascar, reliant ainsi l'Inde au sud de l'Afrique, l'idée d'un continent manquant qui aurait
par le passé formait une passerelle entre les deux zones géographiques aujourd'hui sans attache, devint très vite populaire et pertinente dans les milieux scientifiques. Elle expliquait en effet pourquoi des animaux comme les lémuriens s'étaient principalement établis non seulement à Madagascar et en certains lieux d'Afrique. Ouais, moi je suis pas comme eux, moi je suis pas comme les déchus là qui m'ont cassé les couilles, qui me souhaitent de crever. On va t'arracher ton œil. Oui, on me dit des choses comme ça. Hein. Eh. Va te faire piquer, hein? Ah ouais. Oh, quelle pute, elle m'a marqué ça. Oh putain, la salope. Oh, excuse-moi, j'ai le droit d'être vulgaire, hein. Elle me souhaite la mort, elle me souhaite les pires choses. Oh putain, méfie-toi que ça t'arrive pas, hein, parce que tu ignores qu'est-ce qui peut t'arriver, hein. Hein? Va te faire piquer, hein. C'est grave ce que tu m'as encore marqué, mais bon. Moi, ça me fait rire, mais parce que plus tu dis des méchancetés, plus tu t'enfonces, plus ça sera pire pour toi, comme tu seras dans la GN avec ton papa. Oh putain, tu vas en chier pendant des éons et des éons. Parce qu'une fois qu'il va être une fois que Satan, le diable, va être jeté dans la chaudière en bas pour l'éternité, tu seras avec lui, hein, vous serez avec lui à souffrir pour l'éternité. Donc moi, ça me fait bien marrer, bien marrer. Et je regarderai ça avec plaisir. Excuse-moi, Seigneur, on ne doit pas se réjouir. Non, non, mais enfin, quand même, Seigneur. Hein. Une demi-seconde, quoi. Juste une demi-seconde. Mais aussi, on a dans l'archipel malais, Skelter fut le premier à avancer l'hypothèse. Oh, bah, la Sophia a quand même le droit, Seigneur. Hein. La Sophia rigole bien. Lémurienne, convaincue de l'existence authentique de cette terre primitive. Il inventa ainsi le terme lémurie, en hommage à cette étrange espèce animale. Autrefois émergée, cette terre, d'une superficie immense, aurait réuni les côtes de l'Afrique et celles de l'Inde, c'est une grande vérité, et de la Malaisie. Dès le second moitié du XIXe siècle, aventuriers et chercheurs ont tenté de prouver l'existence avérée de la lémurie, c'est vrai. En s'appuyant sur la présence de fossiles identiques dans les régions côtières africaines et asiatiques. Le naturaliste... De toute façon, il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, la Terre, c'était qu'un seul continent. Hein, et d'un côté, il y avait toute l'eau, et de l'autre, il n'y avait qu'un seul continent. Après, il y a eu des grands cataclysmes plusieurs fois, et tout ça, ça a pété, puis ça a donné des îles à droite, à gauche, et puis tout ça. Puis il y a eu des éruptions volcaniques qui ont donné des nouvelles îles, et puis d'autres tremblements de terre qui ont enterré d'autres îles, et puis ont donné d'autres continents, enfin, ainsi de suite. Hein. Voilà. Alors, dans les régions côtières africaines et asiatiques, le naturaliste allemand Ernest Aertsker, 1834-1919, va populariser encore davantage le mythe en 1870. Il conclut aussi que la présence simultanée de lémuriens à Madagascar et en Malaisie confirme l'existence d'une ancienne lémurie dans l'océan Indien. Jules Hermann, 1845-1924, homme politique, scientifique et poète français de l'île de la Réunion, contribuera également à la propagation du mythe avec la rédaction de son œuvre majeure intitulée « La révélation du grand océan » publiée à titre posthume par les soins de sa veuve en 1927. En s'appuyant sur des observations géologiques, Hermann décrit avec lyrisme la vie d'un continent primitif appelé Lémurie. Berceau de toutes les civilisations selon l'auteur, il sera finalement anéanti par une catastrophe cosmique. Madagascar et les Mascareignes représenteraient les derniers vestiges du continent antédiluvien. Antédiluvien. Faut que ça me rentre là-dedans, là. Tape pas trop fort, Dominique. Tape pas trop fort. je rigole. Bon, je me suis recogné hier, ouais, mais c'est pas grave. Outre les recherches scientifiques et géologiques, pas très fort, heureusement. Outre les recherches scientifiques et géologiques menées à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, plusieurs ésotéristes de l'époque se sont penchés sur cette affaire, attribuant à la lémurie une dimension mystique, s'écartant sensiblement des préoccupations scientifiques initiales. En 1888, la fondatrice de la société théosophique, Elena Blavatsky, 1831-1891, affirme ainsi dans son livre « La doctrine secrète que ces anciens
que ces anciens continents a bel et bien existé. Ben, je vous le dis, hein. Et qu'il a été la mère patrie de la troisième des 5 races d'êtres humains à partir de laquelle l'humanité actuelle a évolué. Et il y décrit notamment des êtres géants possédant une puissance physique hyper développée et capable de communiquer par télépathie. Ah tiens, la télépathie, ça n'existe pas. Qu'elle m'a dit l'autre. Oh que si ça existe, parce que moi j'ai fait de la télépathie avec Jésus. Hein. Ouais. Déjà, Jésus, il m'a parlé, je l'ai entendu me parler, j'ai reconnu sa voix. Hein, et puis, et télépathie, on peut la faire soit par l'oreille, on entend la voix, soit on l'entend dans nous parler. Hein. Oui, on ira dire, elle est complètement schizophrène, ça n'existe pas, la télépathie. Les dons que j'ai, Jésus a tous ces dons-là, donc je vois pas pourquoi il ne me donnerait pas certains dons. Et puis, il n'y a pas qu'à moi qu'il en a donné. Hein. Donc, je t'emmerde, l'autre connasse, là, qui m'a dit, c'est impossible. Hein, voilà, je t'emmerde. Parce que c'est que de la jalousie. Par télépathie, nous proposons d'appeler le troisième continent Lémurie. Ce nom est une invention ou une idée de MPL.M.L. Schlauter, qui entre 1850 et 1860 affirma, en s'appuyant sur des faits zoologiques, l'existence réelle aux époques préhistoriques d'un continent qui s'étendait, d'après lui, de Madagascar à Ceylan et de Sumatra. L'auteur ésotérique, oui, mais vous savez pas, vous, que la Terre faisait qu'un seul continent, apparemment, hein? Donc, vous la fermez, s'il vous plaît. Si vous savez pas ça, alors que moi je le sais, oui, moi je peux avoir un bout, un autre bout, oui, c'est sûr. Mais pour dire, l'auteur ésotérique de Wilson Cobb considère dans son ouvrage La Lémurie perdue. Ésotérique W. Scott Elliott. Faut peut-être dire son nom correctement, Dominique. La terre disparue de Lémurie comme le berceau originel de l'humanité. Le lieu où s'est lentement formée la race des êtres humains. Elle serait en cela différente d'autres sites mythiques comme Mu. Vous saviez que certaines races jaunes, soi-disant, ils étaient blonds aux yeux bleus. C'est bizarre quand même, hein. La peau, hein. C'est quand même marrant, et pourtant c'est une grande vérité. Hein. Ils étaient comme les Celtes, comme les Dracars, ceux qui ont les Dracars, là, puis tout ça, et puis les autres. C'est marrant quand même, hein. Ça, vous le savez pas, ça. Ah bah, je vous le dis parce que je l'ai lu tout à l'heure, et puis je l'ai vu. Enfin bref. Comme Mu et l'Atlantide, on aurait vécu les civilisations déjà hautement raffinées. Au contraire, la Lémurie imaginée ici n'abrite que des primates qui auraient lentement évolué pour devenir des premiers hommes. La légende de civilisation originelle de Lémurie, j'ai du mal à parler parce que je l'ai tellement explosé que je peux pas respirer par le nez, donc je suis emmerdé. Trouver renforcé? Oui, bah, l'oreille gauche, tu fermes ta... Ouais, hein, parce que là, je sais qu'on me dit du mal de moi, là. Ça siffle par là, c'est qu'on dit du mal de moi. Oui, un des dons que Dieu m'a donné. Renforcé quelques décennies plus tard que les travaux controversés de l'anthropologue et tesso-fisque italien Bernardino del Bocca, 1919-2001, qui s'est penché sur le lien entre les primates et les premiers hommes et de la préhistoire bien avant l'arrivée de l'Homo sapiens. Les thèses du scientifique l'ont amené à proposer en 1961 cette description de la race lémurienne ayant habité à l'hypothétique continent primitif. Cette race vivait dans les forêts primordiales de palmes et de conifères, tandis que dans le règne animal apparaissaient les premiers reptiles, êtres monstrueux rampants, sortis des eaux semblables à d'énormes lézards. Il manque un mot. Les lémuriens étaient de véritables géants, mesurant de 3 à 5 mètres. Leurs membres étaient très longs, en particulier leurs bras et leurs mains, et leurs pieds étaient énormes, leur peau était d'un brun jaunâtre, leur visage presque dénué de front était aplati et la mâchoire inférieure assez longue. Ils avaient 2 yeux frontaux très distants l'un de l'autre et un troisième œil au niveau de ce qui est aujourd'hui appelé la glande pinéale. Tiens, et qui pour Descartes était le siège de l'âme. Dans cet ouvrage, Del Bocca ajoute une dimension mythique supplémentaire en affirmant que ces géants sont également les bâtisseurs des mystérieuses statues de l'île de Pâques. Bah oui, c'est... Hein, pour ça, certains, avant de juger, s'il vous plaît, faites des recherches. Hein.
que c'est pas de la sorcellerie, ça, d'avoir le... Et c'est pas diabolique d'avoir un cristal, là, dans la tête, puisque Dieu l'a mis, hein, et qu'on peut voir par cet œil. Hein. Bon. Agartha. Je sais pas si je vais avoir le temps, hein. Agartha, Agartha, Agarthi, Agardi, ou Asgartha. Alors, A-G-A-R-T-H-A, A-G-A-R-T-T-H-A, A-G-A-R-T-H-I, A-G-A-R-D-H-I ou A-S-G-H-A-R-T-A, pour ceux qui veulent faire des recherches. Autant de termes pour désigner ce lieu souterrain et secret, royaume ancestral relié à tout et aux US. Les continents de la Terre par l'intermédiaire d'un vaste réseau de galeries et de tunnels. La référence de l'Agartha apparaît pour la première fois dans le second partie du XIXe siècle. C'est en 1873 que l'écrivain français Louis Jacoliot, avec 2 L, I-O-T, 1837-1890, en fait mention dans son ouvrage Les Fils de Dieu, l'Asgartha. Il est décrit comme l'ancienne cité solaire du grand prêtre des Brahmanes, caste indienne composée d'hommes éclairés et disposant d'importantes connaissances sur le monde. Oh bah tiens, mon rabbi, toi qui es descendant des... Toi qui es amérindien. Hein? Ça me fait sourire, Seigneur. Oui, ça me fait sourire, oui, oui. Tu fais partie des peuples sacrés. Oulala. Oulala. Des peuples anciens, des premiers peuples qui ont été Uxi, hein, pour la plupart. Composant d'hommes éclairés et disposant d'importantes connaissances sur le monde, quelques années plus tard, en 1886, c'est l'auteur également français Joseph-Alexandre Saint-Yves d'Alvédre, 1842-1909, qui évoque l'existence d'un royaume souterrain appelé Agartha dans Mission de l'Inde, en Europe, originellement créé sous la cité antique d'Ayodhya, en Inde. Il aurait été par la suite déplacé en 1800 avant Jésus-Christ au cœur des montagnes de l'Himalaya dans l'ouvrage de Saint-Yves d'Alvédre. Il est précisé que le roi de l'Agartha dispose d'un terrible arsenal d'armes de destruction capable d'anéantir le mal et de rétablir la paix dans le monde. Mais c'est avec le best-seller de l'écrivain et aventurier russe de Ferdinand Dostoïevski, 1876-1945, que la légende d'un monde intérieur habité se développe sur toute la planète, dans Bête, Homme et Dieu, à travers la Mongolie, interdite 1921, publiée en 1922, Otsondowski propose un récit d'aventure présenté comme autobiographie. Il raconte sa fuite de Russe où il vient d'être condamné à mort dans l'espoir de gagner les Indes anglaises, accompagné de quelques compagnons dans son escapade. Il traverse la Mongolie. Il va falloir que je travaille mon anglais parce que si je veux marquer des choses dans mes écrits là pour les anglais. Oui, bon, je verrai bien. Il traverse la Mongolie, le désert de Gobi, le plateau tibétain, puis l'Himalaya. C'est au cours de ce voyage qu'il va découvrir la réalité de l'Agarthi, terre souterraine gardée en secret par les Mongols. Depuis des millénaires, c'est le prince Shultun Beyli, B-E-Y-L-I, qui aurait confié en 1920 à Ossendowski l'existence du royaume confidentiel. Ce royaume Agardi, il s'étend à tous les passages souterrains du monde entier. C'est un grand royaume comptant des millions de sujets sur lequel règne le roi du monde. Oh, le roi du monde. Seigneur. Jésus. Toutes les forces de la nature lient dans toutes les âmes humaines et dans le grand livre de la destinée. Ce passionnant récit d'aventure va réduire les foules et propager le mythe de l'Agartha, traduit dans 20 langues. Il sera publié 77 fois. Oh punaise, 77 fois. 7. Ben, si c'est pas un signe pour moi, ça, hein. Ah ben j'y peux rien, hein. 777, c'est mon chiffre. Et il n'y a pas de hasard. Jésus me l'a donné dans cette vie-ci et dans d'autres vies. Il n'y a pas de hasard. Au cours du XXe siècle, plusieurs auteurs ésotéristes s'emparent du mythe de l'Agartha et développent l'idée que l'on peut accéder à ce monde invisible sous certaines conditions spirituelles. Pour ça, il y en a une, elle m'a dit qu'elle y est allée.
Il y en a une, elle y est allée, ouais, ouais. Et puis nous, on n'a pas le droit de dire qu'on a fini notre réincarnation et que se fout de notre gueule. Qu'elle est offusquée. Vous êtes orgueilleux de dire ça. Ah. Donc je suis très orgueilleuse en disant la vérité dans mes vidéos et en expliquant tout un tas de choses. Je suis la reine des orgueilleuses. Ah bah oui, ça doit être ça. Hein. Et c'est pas qui je suis, hein. Et c'est pas de l'orgueil, hein. J'ai dit toute la vérité, hein. Vas-y. Je m'amuserai pas à mentir parce que Jésus a horreur du mensonge. Et puis si je me trompais, parce qu'on peut se tromper, on n'est pas infaillible, hein. Ici sur Terre, on n'est pas infaillible de se tromper. Donc il me dirait, tu fermes ta bouche. Tu dis des conneries, là. À chaque fois que je me suis trompé ou dit des conneries, parce que ça peut arriver, hein, je me suis toujours reprise et fait des excuses. Même à mes ennemis, tiens, j'étais trop conne. Même à mes ennemis, putain, ils ne méritaient même pas. Enfin, c'est pas grave. On ne s'incorpore pas à l'Agartha, on n'y adhère pas et surtout on n'y est pas nommé ou élu. Agarthien est seul celui qui conquit son titre de plein droit spirituel. On le devient par la voie de la réintégration divine dont l'initiation ésotérique est le processus d'effectuation et d'application car seule la science spirituelle est capable de transformer et réhabiliter l'être humain au sens le plus intégral et transcendantal. La condition d'Agarthien est bien la caractéristique la plus profonde de Yogin, Y-O-G-U-I-N, de l'Himalaya, du Tien, Ti-Wan, ou de l'homme céleste des Hébreux primitifs. Les véritables Agarthiens se reconnaissent entre eux et sont toujours disposés à collaborer. Tu vois, il y a plusieurs sortes de Hébreux. Hein. Il y a Hébreux et Hébreux. Hein, Seigneur Jésus. Disposés à collaborer à l'œuvre de réhabilitation de l'humanité afin de faciliter dans le monde entier le même épanouissement des consciences et réaliser la communion spirituelle qu'ils ont atteinte eux-mêmes. Certaines techniques de méditation comme le voyage astral, mais aussi le channeling, procédé de communication médiumnique entre un humain et une entité appartenant à une autre dimension, permettrait d'accéder à ce monde de connaissance et d'harmonie dont le rayonnement englobe toute la planète. La plupart des informations collectées au sujet de l'Agartha proviennent ainsi de Chanel, personne utilisée comme canal de transmission qui affirme être un contact avec des êtres disposant des puissantes capacités télépathiques. Et pas qu'un peu. Oui, parce que moi j'ai pu avertir mon rabbi, moi, et je suis à des milliers de kilomètres de chez lui, hein, qui courait un danger et j'ai vu des choses. Je me suis juste trompé de la couleur de la voiture. Il y avait 3 voitures différentes, je me suis trompé sur une. Il y en a une, j'ai dit qu'elle était rouge ou beige, je sais plus, enfin bref. Et je me suis trompé de couleur, mais sinon tout le reste c'était vrai. Vous m'expliquez comment que j'ai fait? Je tirais pas les cartes à l'époque, hein. J'ai pas fait la connerie comme j'ai fait là. Hein, je m'en excuse encore. Parce que les dons que j'avais, Dieu m'a donné, je les ai. Donc je me suis toujours servi des dons que Dieu m'a donnés. Hein, de mon empathie, puis tout ça. Hein, voilà. Alors, l'Agartha connaît un regain d'intérêt ces dernières décennies avec le succès de la culture New Age, courant spirituel qui prône l'éveil spirituel des individus dans une société profondément matérialiste. Ça, j'aime pas trop le New Age parce que dedans, il y a des faux trucs. Mais bon, ça les... Excuse-moi, mais moi, je dis ce que j'en pense. Ce courant occidental, le New Age, est entre autres composé de Chanel qui attribue à l'Agartha une lignée atlantéenne. On n'est pas obligé d'adhérer à tout. Hein, bon. À la destruction de l'Atlantide. Les habitants les plus avancés